Bonjour à toi, curieuse, curieux, d'ici et d'ailleurs. Bienvenue dans l'épisode 16 de Frenchling. Juste avant de lever l'ancre, c'est-à-dire partir en voyage, si tu apprécies mes voyages sonores, un petit like ou un abonnement sur ta plateforme favorite m'aide énormément. Et n'oublie pas, pour lire le script en m'écoutant, la transcription complète est sur frenchling.fr. Maintenant, cap sur l'aventure. Aujourd'hui, on prend le large. On prend le large, c'est lorsqu'on part en bateau et que l'on rejoint la haute mer, c'est-à-dire qu'on s'en va. On emploie cette expression aujourd'hui pour évoquer un départ de façon générale. Ferme les yeux un instant. Imagine-toi sur le ferry. L'air est frais, iodé, ça sent la mer et le vent salé te fouette le visage. Tu t'éloignes tout juste de l'Europe, là, de l'autre côté du détroit de Gibraltar, à 14 kilomètres seulement. Tu rouvres les yeux, tu aperçois une ville blanche, éclatante sous le soleil, se dessinant déjà sur la colline. Bienvenue en Afrique du Nord, bienvenue au Maroc. Plus précisément, au nord du pays, dans une ville pleine d'histoires suspendue entre deux mers. Nous sommes à Tanger. Tanger la Blanche, la perle du Nord, la ville des étrangers. Mais avant d'aller flâner dans ces ruelles animées et ces souks, il faut que je te raconte un secret fascinant à son sujet. C'est un verbe que j'adore, flâner. Flâner, il signifie se promener lentement, sans but précis, juste pour le plaisir de regarder et de profiter de l'instant présent. Pendant longtemps, Tanger a été une zone internationale. C'est pour ça qu'elle était surnommée la ville des étrangers. Elle appartenait un peu à tout le monde. Enfin, quand je dis tout le monde, je fais référence aux puissances coloniales de l'époque. Elle avait le même statut que Jérusalem ou Hong Kong. Ses habitants étaient là, mais ils ne comptaient pas vraiment. En décembre 1923, un accord nommé le Protocole de Tanger a été signé. Sur ce petit territoire de 375 km², la France, l'Espagne et le Royaume-Uni, puis rejoints par l'Italie, le Portugal, les États-Unis et bien d'autres, ont décidé de se partager le pouvoir. Ils étaient 9 pays à se le partager. Officiellement, le sultan du Maroc gardait le contrôle, mais en réalité, ce sont les Européens et plus tard les États-Unis qui ont voulu y faire la loi sans vraiment y arriver. Je t'explique. C'était une zone franche, sans taxes, sans frontières strictes et surtout, sans règles. Pendant la guerre, c'était un nid d'espions, de diplomates, de banquiers et de contrebandiers dignes d'un film de James Bond. Un contrebandier, c'est une personne qui fait entrer ou sortir des marchandises d'un pays secrètement et illégalement, le plus souvent pour éviter de payer des taxes. Il y avait même des radios, Voice of America, et une usine de Coca-Cola. Pour l'élite occidentale, c'était le paradis, une grande fête continue qui a attiré de nombreux artistes de renommée. En effet, sans loi stricte, Tanger a offert un espace de créativité et de liberté à beaucoup d'artistes. Elle est alors devenue une terre d'asile, le paradis par excellence pour sortir des normes sociales de l'époque, parce qu'à Tanger, tout est permis. Une terre d'asile, c'est un lieu où l'on se sent en sécurité, où l'on est protégé, c'est un refuge. Pour les artistes marginaux, Tanger était la terre d'asile parfaite. Tanger nourrissait le mythe que les gens pouvaient avoir plein de fausses identités et s'inventer d'autres vies. Alors, beaucoup de personnes, et surtout des artistes, s'y sont installés. Henri Matisse, l'un des peintres français les plus connus, y est venu pour chercher la lumière et inspiration. Beaucoup de ses tableaux les plus emblématiques ont été peints à Tanger. Mais ce sont surtout les écrivains qui ont nourri le mythe. Paul Bowles s'y est installé pour toujours. Puis les auteurs de la Beat Generation sont arrivés. Jack Kerouac,
Allen Ginsberg et surtout William S. Burke, qui a écrit son chef-d'œuvre à Tanger. À Tanger, ces artistes avaient soif d'un renouveau et fuyaient la morale stricte de l'Europe ou des États-Unis. Comme je l'ai entendu dans un documentaire, à Tanger, on s'invente une identité d'artiste. On pouvait être libre, pauvre ou riche, excentrique ou discret. Par contre, pour les habitants marocains, la réalité était beaucoup plus difficile. L'Europe était en pleine guerre mondiale, le pays était sous protectorat par 2 autres pays et la ville souffrait économiquement. On a souvent appelé ça le mirage de la ville internationale. Ce statut colonial si spécial a pris fin à l'indépendance du Maroc en 1956. Aujourd'hui, cette parenthèse si spéciale de l'histoire a laissé une trace originale. Les Tangérois et Tangéroises sont très fiers de cette identité de ville-monde et la chérissent encore aujourd'hui. Bien sûr, l'histoire de Tanger a commencé bien avant ça. Elle est vieille de 4000 ans apparemment. Elle aurait été fondée dans l'Antiquité par les Phéniciens autour du XIIe siècle avant Jésus-Christ, ce qui en fait la plus vieille ville du Maroc. C'est avant tout une vraie ville marocaine, vibrante et pleine d'histoires fantastiques. Viens, on va s'y perdre. On va au cœur battant de la Médina. Pour t'imprégner de Tanger, la meilleure chose à faire est de commencer par le grand Soko. S'imprégner, cela veut dire se laisser pénétrer par une ambiance, une culture ou une émotion, exactement comme une éponge qui absorbe de l'eau. C'est une immense place centrale, entourée de palmiers. C'est exactement ici que la ville moderne, avec ses grands immeubles et le fameux cinéma Rif, rencontre la vieille ville communément appelée Médina. C'est le cœur battant de Tanger, là où tout le monde se croise, de jour comme de nuit. Ensuite, tu laisses de côté ton GPS, parce que même lui, il s'y perd. Crois-moi, il ne te servira à rien. Tu entres dans la Médina, la ville historique, pour rejoindre le fameux petit Soko. Autour de toi, les murs sont peints à la chaux, en blanc et en bleu. Les ruelles tournent dans tous les sens comme un labyrinthe. Et tu dois enjamber des petits chats endormis sur les marches. L'odeur est incroyable, ça sent le cumin, le safran, le pain chaud, le thé à la menthe et le cuir. Et là, il y a une règle d'or, un conseil d'amis, ne mange rien d'autre que du poisson. Sauf si vraiment tu détestes ça. Le poisson de Tanger est unique. Comme la ville est située exactement là où l'océan Atlantique rencontre la mer Méditerranée, les poissons et les fruits de mer sont incroyables. Des sardines grillées, des calamars, de la sole fraîchement pêchée. C'est tout simplement exquis. Si je dois te recommander un restaurant, va au restaurant Saveur de Poisson. Exquis, E-X-Q-U-I-S. Quand on dit qu'un plat est exquis, cela veut dire qu'il est divin, avec un goût extrêmement fin et délicat. C'est le niveau au-dessus de très bon. Mais si tu as envie de manger sur le pouce, pour continuer la balade sans perdre de temps, arrête-toi dans un petit buis-buis. Manger sur le pouce, c'est une expression très courante en français qui signifie manger très vite. Souvent un repas simple comme un sandwich, en étant debout ou en marchant. Un buis-buis, c'est un tout petit restaurant très simple, parfois avec juste 2 chaises en plastique dans la rue. Ce n'est pas luxueux du tout, mais en général, c'est là qu'on mange les meilleures cuisines locales. Dans ces buis-buis tangérois, tu dois commander un bocadillo. L'influence espagnole est encore énorme ici. Le bocadillo, c'est un gros sandwich préparé dans du pain baguette croustillant, rempli de thon, d'œufs durs, de frites, d'olives et de légumes. Et bien sûr, une sauce légèrement piquante. C'est la street food ultime du nord du Maroc. Si tu es d'humeur aventureuse, prends-toi un bol d'escargot. Et surtout, n'oublie pas de boire le jus, c'est exquis. Après cette immersion, il est temps de souffler. Il est temps de faire une pause. Direction un lieu mythique accroché à une falaise face à la mer, le café Hafa. Ce café existe depuis 1921.
N'imaginons que des petites terrasses en escalier, peintes en blanc et bleu, accrochées à la montagne qui regarde directement vers l'Espagne. L'ambiance y est intemporelle. Les gens jouent aux cartes, le serveur verse le thé à la menthe très haut pour le faire mousser, et l'air est souvent parfumé par l'odeur de kiff. Beaucoup de locaux et d'étrangers s'y rendent pour se détendre, discuter et passer le temps en contemplant le détroit. Si tu n'as pas le temps d'aller jusqu'au café Hafa, le café Baba, qui veut dire papa en arabe, se trouve au centre de la Médina et reste accessible à pied. Même ambiance et même hospitalité. C'est exactement cette ambiance de liberté totale, de soleil, de douceur et de tolérance qui a attiré les Occidentaux pendant des décennies. Tanger était devenue la capitale bohème du monde. Même les Rolling Stones se sont rendus au café Hafa pour chercher l'inspiration et vivre sans limite. Comme je l'ai entendu récemment dans un documentaire, à Tanger, on s'invente une identité. Et c'est tellement vrai. Il flotte dans l'air de cette ville une mélancolie joyeuse qui te pousse à rêver, à écrire un livre, à peindre, ou simplement à te réinventer. Si Tanger a attiré autant de voyageurs du monde entier, c'est peut-être parce qu'elle a le voyage dans le sang depuis des siècles. Savais-tu que le plus grand explorateur de l'histoire de l'humanité y est né? Oublie Marco Polo ou Christophe Colomb. Le maître absolu de voyage s'appelle Ibn Battuta. C'est un Tangérois. Un Tangérois est un habitant de Tanger. On les appelle les Tangérois ou Tangéroises pour les femmes. Ibn Battuta était tout simplement le Tangérois le plus célèbre de tous les temps. Né à Tanger en 1304, il est parti à l'âge de 21 ans faire un pèlerinage à la Mecque et devine quoi, il n'est revenu chez lui que 29 ans plus tard. Pendant presque 30 ans, il a parcouru plus de 120 000 kilomètres avec les moyens de transport de l'époque, soit 3 fois le tour de la Terre, explorant l'Afrique, le Levant, le Golfe Persique, l'Inde et allant jusqu'en Chine. À son retour, il a raconté ses aventures dans un livre monumental, La Rihla, le voyage. Son apport au monde est immense. Ses écrits sont encore aujourd'hui la source historique la plus précieuse pour comprendre comment vivaient les civilisations au XIVe siècle. Tanger est décidément la ville des voyageurs et des voyageuses. Pour finir notre visite de la ville, on sort de la Médina et on longe la côte pour aller jusqu'au Cap Spartel. Il y a bien un bus touristique, mais la queue était énorme. Le Cap Spartel est un endroit très symbolique avec un magnifique phare. C'est le point exact où les grosses vagues de l'océan Atlantique rencontrent les eaux calmes de la Méditerranée. Calme, ça dépend. C'est ici que le mythe prend vie. Selon la légende antique, Tanger serait né du fils de Gaïa, la déesse de la terre, et de Poséidon, le dieu de la mer. Et juste à côté du phare se trouve la fameuse grotte d'Hercule. On raconte que le demi-dieu Hercule, complètement épuisé après avoir accompli ses 12 travaux, est venu s'abriter et dormir dans cette grotte. À son réveil, il aurait frappé la montagne de son épée, séparant l'Europe et l'Afrique. Aujourd'hui, tu peux descendre visiter cette grotte. Ce qui est spectaculaire, c'est l'ouverture dans la roche qui donne directement sur les vagues de l'océan. Cette fenêtre naturelle a exactement la forme de la carte de l'Afrique à l'envers. Se tenir dans cette grotte sombre et regarder le soleil se coucher sur l'océan à travers cette carte d'Afrique, c'est une image que tu n'oublieras jamais. Pour conclure, Tanger est une ville qui ne ressemble à aucune autre. C'est un mélange entre la culture marocaine avec une touche espagnole, entre l'histoire des espions et la douceur de la culture bohème, entre les grands explorateurs, l'art et la mythologie antique.
Avec cette histoire de mélange et ses différentes influences, presque tout le monde y est polyglotte. Le Maroc, et particulièrement Tanger, se distingue par un brassage unique. Un brassage, c'est l'action de mélanger des éléments différents. Quand on parle de culture ou de langue, un brassage représente un mélange riche et diversifié entre plusieurs peuples. Ici, on retrouve un brassage entre l'arabe, l'amazigh ou le rifin, qui sont les langues nationales, et les héritages coloniaux espagnols et français. Ces diversités s'enrichissent aujourd'hui de l'anglais, créant un quotidien où les langues s'entremêlent. C'est une ville où tu trouveras toujours une ruelle étroite pour te perdre, un verre de thé à la menthe pour te réchauffer et une histoire pour te faire encore plus voyager. Merci de m'avoir prêté une oreille attentive pour ce voyage. Prends grand soin de toi, continue de pratiquer ton français et on se capte très vite pour un nouvel épisode dans French Lang.